associée au laboratoire Les Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux et au laboratoire et à la Fondation Paul Anguilla à Yaoundé, qui est un centre de recherche privé. J'ai fait ma thèse j'ai fini ma thèse fin 2015 sur l'engagement militant étudiant au Cameroun. C'est la situation politique du Cameroun qui interpelle, parce que on a un régime qui se dit démocratique, avec la mise en place d'élections démocratiques depuis 1990. Et à la fois, en ce qui concerne les mouvements sociaux, on se rend compte qu'il y a quand même des contraintes qui sont opposées aux mouvements sociaux. Et donc, ça m'a intéressé d'aborder cette question du rapport entre l'État et la société à partir du prisme particulier des mouvements étudiants au sein des universités publiques au Cameroun. Donc, sociologie des mouvements sociaux et sociologie des régimes. Voilà, et démocratisation. Chose qui m'intéressait dans ma thèse, il y a eu donc vraiment étudier un mouvement social et en particulier, enfin, les mouvements sociaux particuliers donc, et les mouvements étudiants en particulier, donc retracer l'historique de cette histoire, parce que c'est une histoire qui est occultée au Cameroun, dont on n'a pas vraiment, voilà, il n'y a pas une histoire, il n'y a pas une transmission de cette histoire des mouvements étudiants. Et donc moi j'analyse les mouvements étudiants contemporains en essayant de les comprendre par une approche historique. Et donc c'est aussi étudier le rapport entre État et société par ce prisme-là, sachant que donc l'université camerounaise a été créée en 1962 et qu'à la base elle a été pensée comme un instrument de contrôle politique, et qu'en fait jusqu'à aujourd'hui ce qu'on observe c'est un lieu de reproduction, de socialisation du pouvoir politique dominant. Et au final, en fait, en faisant mes recherches qualitatives, des entretiens avec des leaders étudiants et des autorités universitaires, aussi des entretiens informatifs avec des journalistes, des enseignants, et aussi certaines forces de l'ordre, ce que j'observe, c'est donc qu'il y a une perpétuation du contrôle et du mouvement étudiant, le fait que les syndicats étudiants ne sont pas autorisés en tant que tels dans les universités francophones. Côté anglophone, c'est un peu différent. On a eu un syndicat étudiant, l'UPSU, mais qui a été interdit à 2 reprises. Il avait été créé en 93 avec l'université. Parce que l'université à Boya, donc l'université de Boya qui avait été créée en 93 à la faveur d'un décret universitaire, avec 5 autres universités, enfin, avec en total 6 universités publiques en 93. Donc il n'y a que dans le décret créant l'université de Boya que était prévu un syndicat étudiant. Le syndicat qui a été interdit en 95, qui est rené à la faveur d'une mobilisation étudiante importante en 2005 et qui s'est de nouveau fait interdire en fait en 2013. Donc on voit qu'il y a des pressions vraiment très fortes sur l'expression libre des étudiants par rapport à la défense de leurs droits. Du côté francophone, en particulier à Yaoundé, il y a donc l'ADEC, l'Association pour la défense des droits des étudiants du Cameroun, qui a été créée en 2004, qui a vraiment un objectif syndical, mais qui, pareil, n'est pas reconnu dans l'université. Par exemple, ces locaux ne sont pas dans l'université, mais en face du campus de Ngouaekele à Yaoundé. Et leur objectif, c'est de défendre les droits des étudiants du Cameroun, comme le nom l'indique. Et pareil, donc pas mal de contraintes. Par exemple, en 2014, il y a eu le président et le vice-président de l'ADEC qui ont été exclus de toutes les universités publiques du Cameroun. Et donc, en faisant les entretiens avec les leaders étudiants, donc les leaders étudiants dans ces associations qui défendent les droits des étudiants, qui sont créées par les étudiants, que j'appelle des associations étudiantes autonomes. Donc, il y a ces associations étudiantes-là, mais qui sont en fait très peu nombreuses, ces associations créées par les étudiants eux-mêmes. On a aussi, à côté des associations étudiantes que j'appelle autonomes, les associations étudiantes institutionnelles, qui elles sont créées par les autorités universitaires, et qui, en fait, au sein de ces associations-là,
il y a toute une socialisation politique aux rapports de pouvoir tels que ceux qui sont en vigueur dans l'administration camerounaise et plus généralement dans le champ politique camerounais. Par exemple, j'ai interrogé des représentants d'associations étudiants, du côté des associations étudiantes institutionnelles, les représentants des associations d'étudiants de faculté, et puis aussi certains parmi eux qui sont représentants des étudiants au conseil d'administration de l'université. Et ce qui m'explique, c'est que pendant les conseils d'administration des universités, en fait, finalement, ils n'osent pas forcément prendre la parole parce que c'est un énorme parterre d'officiels et qu'en fait, ils n'ont pas forcément le temps de préparer les interventions parce que les documents, ils les reçoivent très tardivement. Et finalement, en fait, ils n'ont pas tellement d'espace et pas tellement. Il n'y a pas vraiment de revendications qui sont portées par ces étudiants-là au sein des conseils d'administration des universités. Et du coup, ça m'a ramené à travailler sur cette question du rapport entre individualisation et démocratisation. Parce que finalement, dans ces associations étudiantes institutionnelles, c'est là où il y a le plus grand nombre d'étudiants, et beaucoup moins que dans les associations étudiantes autonomes, qui effectivement sont moins nombreuses. Et finalement, ce que j'en déduis, c'est qu'il y a un choix rationnel qui est fait par les étudiants qui tentent finalement à davantage choisir de s'investir dans les associations étudiantes dites institutionnelles. Et ce faisant, finalement, par l'apprentissage, par exemple, le fait de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'équilibre régional au Cameroun, qui correspond à une répartition des postes selon la région d'origine donc des individus. Ce principe-là, il est reproduit au sein des associations étudiantes de faculté, puisqu'on demande à ce que les 10 membres du bureau soient des 10 régions différentes du Cameroun. Donc autant de principes qui sont en vigueur dans le champ politique et qui sont reproduits au sein des associations étudiantes autonomes. Et le fait que, en fait, on a des trajectoires qui peuvent être entre ces deux types d'associations, institutionnelles et autonomes. Donc, des leaders d'associations étudiantes institutionnelles, dans les récits que j'ai fait avec eux, me disaient que qu'ils peuvent avoir des contraintes par rapport donc au fait de vouloir faire valoir, faire entendre les problèmes socio-économiques des étudiants. Il y a par exemple la MUSEC. Il y a par exemple la MUSEC, la Mutuelle de solidarité des étudiants du Cameroun, qui avait été créée par le ministre de l'Enseignement supérieur en 1999, donc c'était ministre Atangana Mebara. Et le président de cette association qui avait voulu faire un journal qui s'appelle le Prix de l'étudiant, en référence au prix de l'homme africain de Jean-Marc Ella, un sociologue camerounais. En fait, dans ce numéro qui dénonçait finalement la précarité des étudiants, suite à la diffusion du premier numéro, le ministère a refusé en fait la publication d'autres numéros sur ces thèmes-là, jugeant que c'était pas du tout de la mission de la mutuelle finalement de dénoncer les conditions de vie et des études, que certes il fallait créer une mutuelle, mais pas dénoncer de façon frontale les conditions de vie et d'études des étudiants. Et là, cet exemple de la mutuelle il est intéressant parce que en fait, le ministère s'est inspiré de l'AMNEF, la Mutuelle nationale des étudiants français, et a complètement occulté l'UNEF, qui est beaucoup plus connu en France et qui est un syndicat étudiant. Non, le modèle, ça a été celui de cette Mutuelle nationale des étudiants français, et non pas celui de l'Union nationale des étudiants français, tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, les syndicats étudiants ne sont pas reconnus au Cameroun. Et j'avais posé la question à un membre du ministère de l'Enseignement supérieur, qui me disait, un fonctionnaire, qui me disait que les étudiants n'étant pas des professionnels, ils ne peuvent pas faire de syndicats étudiants. C'était ça la raison avant. Donc, oui, pour revenir à la question donc, de l'individualisation et de la démocratisation, ce que je voulais dire dans ma thèse, c'est que sur le rapport entre individualisation et démocratisation, ce que je montre dans ma thèse, c'est que, parce qu'en fait, dans des classiques de sociologie,
fait le lien entre la montée de la figure de l'individu et la montée de la démocratie, du régime démocratique. Et en fait, par rapport donc aux réfugiés, aux trajectoires des leaders étudiants, dans les associations, ce que j'observe, c'est que donc, ils sont plus nombreux dans les associations étudiantes institutionnelles et qui finalement ils privilégient leur intérêt. Ils savent que avec l'histoire, en fait, avec la répression des mouvements sociaux qu'a connu le Cameroun depuis en fait la répression du parti nationaliste, l'Union des populations du Cameroun, jusqu'aujourd'hui les mobilisations anglophones qui sont réprimées, Internet qui est coupé, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Donc avec cette histoire de répression constante des mouvements sociaux et des personnes qui ont un discours contestataire de défense de leurs droits, enfin, tout simplement de défense de leurs droits, ou un discours citoyen critique par rapport au gouvernement, mais pas forcément. Enfin, qui vit simplement au développement de la démocratie au Cameroun et des conditions de vie. Donc ces propos-là sont pas entendus, sont réprimés, et donc il y a une espèce de résignation, de repli de la majorité des étudiants sur le fait de s'engager plutôt dans les associations étudiantes institutionnelles, donc en majorité, plutôt que dans les associations étudiantes autonomes. Et donc du coup, on peut quand même parler de ces associations étudiantes autonomes. Donc c'est vraiment des lieux pour c'est des lieux où s'élaborent des contre-discours, où s'élaborent des pratiques de négociation plus que de compromission, parce qu'en fait, dans les associations étudiantes institutionnelles, les représentants étudiants vont vite dire non, vont vite plutôt dire oui aux autorités face à leurs demandes. Je donnais l'exemple tout à l'heure d'un journal étudiant qui n'avait pas été, dont le ministère n'avait pas voulu, le ministère de l'enseignement supérieur n'avait pas voulu qu'il continue, et donc les étudiants ont arrêté, mais l'association avait continué. Donc là, du côté des associations étudiantes autonomes, on va avoir des prises de position quand même plus fermes de la part des leaders étudiants, des revendications qui vont tenir davantage dans le temps, et un discours plus offensif par rapport aux autorités. Et c'est des associations étudiantes qui, historiquement, donc par exemple la DEC en 2005 a réussi à instaurer un rapport de force en initiant une grande mobilisation, une mobilisation étudiante qui s'est étendue sur 6 des 7 universités publiques qu'il y avait en 2005. Et qui a permis justement là à faire des négociations, en tout cas qui a conduit le gouvernement, les autorités à négocier avec les leaders de la DEC qui jusque-là ont refusé d'écouter. Et mais qui finalement a abouti à une trêve de la grève. Il y a eu deux étudiants qui sont morts à Boya pendant cette grève de 2005. Et au bout il y a eu une trêve qui a été négociée. Et finalement, la DEC a continué ses activités, mais les engagements qui ont été... il n'y a pas eu d'engagement d'avancée très significative sur les conditions de vie et d'études des étudiants suite à cette mobilisation. Une démarche qualitative pour faire ma recherche. Donc j'ai procédé principalement par des récits de vie avec les leaders étudiants. Donc j'ai fait 85 récits de vie en tout avec des leaders étudiants, plus donc une vingtaine d'autres entretiens informatifs avec des autorités universitaires, des journalistes, des enseignants et donc quelques représentants de forces de l'ordre. Et j'ai aussi mené des observations auprès d'associations étudiantes autonomes et institutionnelles, et des observations de mobilisation qui étaient en cours quand j'étais sur place, que j'ai fait mon terrain entre 2009 et 2012, sur un total de près de 12 mois. Donc j'ai fait plusieurs terrains de 3-4 mois entre ces années-là. Et donc ça m'a permis en fait surtout de recueillir la parole étudiante,
parce que c'était surtout ça qui m'intéressait, c'était de comprendre comment et pourquoi les militants étudiants s'engagent. Et donc il y a eu différents résultats, par exemple au niveau de l'engagement militant étudiant. On observe entre ces deux catégories de militants étudiants institutionnels et autonomes qu'il y a certains points communs au départ. Il y a des étudiants qui souvent étaient déjà engagés dans le secondaire en tant que chef de classe, des étudiants dont majoritairement les parents sont des fonctionnaires, des étudiants qui majoritairement vivent à proximité de l'université. Donc il y a des points communs sociologiques entre ces différents militants, qui fait qu'en fait on trouve même des militants qui, dans leur trajectoire, dans leur carrière militante, passent d'un type d'association étudiante institutionnelle à un type d'association étudiante autonome. Ce qui fait que j'ai construit une typologie des carrières militantes, avec les leaders fidèles qui sont ceux qui restent tout le temps dans un des deux types d'associations étudiantes, institutionnelles autonomes, les leaders convertis qui font un changement dans leur carrière militante de l'une à l'autre, les carrières reconverties, donc qui changent plusieurs fois d'association étudiante, et un cas intéressant aussi qui est les militants, les leaders syncrétiques, qui eux sont à la fois engagés dans des associations étudiantes institutionnelles et autonomes. Or ce cas-là il est un peu plus rare et il est surtout fort au moment justement de grande effervescence étudiante, au moment de grève étudiante, où on a donc des leaders étudiants institutionnels qui vont se rapprocher d'associations étudiantes autonomes et ou inversement, en tout cas du coup se retrouver dans les deux types d'associations étudiantes et qui rendent bien compte dans les entretiens, enfin, du côté un peu schizophrénique de cette position, parce que finalement c'est une position difficile à concilier parce que les contraintes que les autorités posent sur les associations étudiantes institutionnelles ne permettent pas de s'exprimer de façon aussi libre que dans les associations étudiantes autonomes. Voilà, et donc l'autre résultat, c'est le fait de dire que le choix de l'engagement militant majoritairement des étudiants qui se fait aux côtés des associations étudiantes institutionnelles, ça amène donc à revenir au bord de l'idée que l'émergence de figures d'individus favoriserait la démocratisation. Là, on voit que les calculs, les choix rationnels qui sont faits par les étudiants sont des choix donc plus individualistes de s'appuyer finalement sur ces instances de socialisation politique que sont les associations étudiantes institutionnelles pour à terme finalement être cooptées parce que être dans une association étudiante institutionnelle, ça permet d'élargir son carnet d'adresses, ça permet d'être invité à des forums où des ministres sont présents, des autorités du domaine économique, du domaine politique. Et j'ai par exemple un leader étudiant qui me racontait, un ancien leader étudiant d'une association étudiante institutionnelle, qui me racontait comment il avait, grâce à une rencontre à un forum, sympathisé avec un ministre et puis avec lui participer finalement à un système de recrutement des étudiants, un système occulte de sélection d'étudiants pour des grandes écoles en échange d'argent. Donc en fait des phénomènes de corruption tout simplement au sein de l'université pour des recrutements dans les écoles. Donc mais bon, c'est aussi donc, le fait d'élargir son carnet d'adresses et au final d'être coopté, espérer d'être coopté, puisque voilà, les débouchés pour les étudiants au Cameroun sont très limités. Donc ça peut être un moyen de diversifier son carnet d'adresses et d'espérer d'être coopté, puisque c'est pas forcément sur le mérite n'est pas le seul critère, et c'est malheureusement souvent les critères politiques qui président à des recrutements. C'est un État qui se revendique démocratique, mais donc par situation autoritaire, ça renvoie au fait que finalement la tentative de négociation des revendications sociales et économiques des Camerounais
l'État va non pas choisir de façon majoritaire et de façon prioritaire justement la négociation, les dialogues à des tables de discussion, mais plutôt faire un recours beaucoup plus à la répression et au fait donc d'opposer tout simplement la force armée, la force de l'État, armée, enfin les forces de l'ordre, beaucoup aux forces de l'ordre pour dissuader ceux qui ont des revendications qui ne correspondent pas en fait aux politiques de l'État en cours. Donc dans ma thèse, pour définir la situation autoritaire, je m'appuie sur Frédéric Verret qui a travaillé sur les mobilisations au Cameroun, enfin au Maroc plutôt, et sur Guy Hermé qui est un politiste français. Et donc c'est ça, c'est le recours vraiment de façon prioritaire à la persuasion, enfin plutôt à la répression sur la persuasion. Et c'est ce que j'observe de façon flagrante dans les mouvements étudiants. Et c'est ce qu'on observe encore jusqu'à aujourd'hui dans les mobilisations en cours, par exemple dans les régions anglophones du Cameroun. Alors, il n'y a pas vraiment eu d'amélioration notable en ce qui concerne les conditions de vie et d'études des étudiants. C'est vrai, j'ai oublié de travailler cette question de façon plus détaillée. Oui, donc en fait, on a toujours, comme je disais, par exemple en 2013, en termes même de liberté d'expression des étudiants, il n'y a pas eu d'amélioration. Depuis 2012, on a donc en 2013 l'UPSU, l'Université of Boya Student Union, qui a été bannie de l'université. En 2014, on a eu le président et le vice-président de l'ADEC qui ont été exclus de toutes les universités. Donc voilà. Donc c'est des mobilisations qui étaient initiées en 2014, donc en octobre 2014, d'abord par les avocats anglophones, qui ont été rejoints ensuite par les enseignants anglophones. Et on est donc dans les deux régions, même si en fait dès le départ en octobre 2014, on avait des syndicats d'enseignants, je dirais nationaux, donc pas que forcément anglophones, qui justement disait qu'il faut faire attention à ne pas réduire les problèmes qu'à la zone anglophone. Bon, finalement, c'est vrai que c'est vraiment dans la zone anglophone que les mobilisations ont cours. Et ce qu'on a observé là, c'est le recours à la répression pour dissuader on a vu des avocats se faire poursuivre dans les rues de Boya, de Bamenda, se faire tabasser par les forces de l'ordre. De même pour les enseignants, de même pour les étudiants qui ont rejoint le mouvement. Et ce qui est assez exemplaire, c'est que les revendications ont continué malgré les répressions, ce qui est quand même pas souvent le cas au Cameroun. Souvent les mobilisations sont très vite stoppées par ce moyen-là. Là, on observe une persévérance assez exceptionnelle de cette mobilisation-là. On avait un consortium qui s'est créé regroupant donc les enseignants, les avocats et les autres parties de la société pour défendre des revendications anglophones et notamment mettre sur la table la question du fédéralisme, parce que les anglophones se sentent à juste titre marginalisés au Cameroun, que donc c'est 2 régions sur 10 qui sont anglophones, mais le pouvoir politique est majoritairement francophone. Et là, par exemple, l'une des revendications, c'était la traduction par les avocats, la traduction en anglais de l'OADA. Ou bien pour les enseignants, c'était le fait de recruter des enseignants anglophones pour enseigner l'anglais dans les écoles anglophones plutôt que des enseignants francophones. Donc il y a une volonté de reconnaissance de leur spécificité en tant qu'anglophones dans le système éducatif
et dans le système judiciaire qu'ils estiment pas suffisamment pris en compte. Et historiquement, donc cette revendication de fédéralisme, il y a eu un État fédéral au Cameroun, donc cette volonté de revenir au fédéralisme parce qu'ils s'estiment pas reconnus, pas pris en compte et marginalisés dans le système politique camerounais. Alors avec cette répression, on a finalement des mouvements sécessionnistes qui ont pris de l'ampleur parce que la répression a conduit à une forme des revendications qui sont allées plus loin que celles initiales et finalement le fait de refuser de négocier, le fait d'interdire le consortium, là récemment, donc, depuis le 17 janvier, on est début février, on a Internet qui a été coupé dans les deux régions, pas seulement les réseaux sociaux, mais carrément Internet, tout Internet est coupé dans les régions anglophones, du sud-ouest et du nord-ouest. Autant de mesures qui sont prises, des mesures répressives par l'État anglophone, par l'État camerounais, autant de mesures qui finalement exacerbent finalement les revendications du côté anglophone et finalement font de la publicité, font la publicité à des revendications plus fortes que sont par exemple celles sécessionnistes. Mais fondamentalement, ce que les anglophones revendiquent, c'est une reconnaissance de leur spécificité, une prise en compte de leurs revendications qui sont mises sur la table en fait pour les enseignants depuis le début des années 2000. Le problème, c'est que l'État camerounais met par exemple en place des commissions, fait des promesses qui peuvent permettre qui calment les mobilisations sur le coup, mais qui finalement ne sont pas tenues. Donc, on a de façon récurrente des mobilisations qui reviennent sur les mêmes revendications parce que tout simplement l'État n'a pas tenu ses engagements. Donc, l'État va avancer, par exemple, on a une interview sur RFI du ministre de la Communication, Issa Chiroma, qui dit que oui, il y a du dialogue, des commissions ad hoc qui sont faites, mais le problème c'est qu'avec le recul, on voit que les promesses prises ne sont pas effectives, et puis surtout on voit qu'il y a la répression qui est manifeste au point de couper Internet dans ces régions-là. Donc ce qui est dommage, c'est que, je pense de la part de l'État camerounais, c'est cette frilosité, cette absence finalement de volonté politique à véritablement reconnaître les revendications de différentes catégories de la population, que ce soit étudiants, que ce soit avocats, que ce soit enseignants. On voit qu'il y a un blocage systématique de la part du pouvoir. Or, en fait, il pourrait très bien simplement respecter ses promesses et du coup permettre au Cameroun d'avancer de façon plus paisible dans la résolution de ses problèmes, dans l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population. Alors, c'est pas le cas, on a vraiment une espèce de frilosité de l'État par rapport à toute revendication qui ont trait à ces questions-là politiques, sociopolitiques. Et donc c'est assez. On voit qu'on est loin encore d'une véritable démarche de démocratisation finalement de la part des États. On a sur la forme des instances, on a des élections, on a un Sénat, on a une Assemblée nationale, mais sur le fond, en termes de principes, on ne voit pas des principes de liberté d'expression respectés, on ne voit pas les promesses respectées. Donc, du coup, finalement, c'est toujours une situation autoritaire qu'on voit prendre des formes nouvelles, mais toujours avec ce sens de dialogue, mais qui finalement ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, de la procédure. Ça permettrait s'il y avait s'il y avait de véritables instances de dialogue, une élaboration collective avec non seulement les autorités, mais aussi les parties prenantes des représentants de la société. Une élaboration collective d'institutions, de politiques
qui permettrait au Cameroun de faire face à ces défis d'aujourd'hui. Là, on est plutôt dans une espèce d'accaparement finalement du pouvoir. Les décisions sont simplement aux mains de certains, au refus que d'autres interviennent dans le processus de décision politique. Et alors que ça permettrait justement je dirais une élaboration plus apaisée des politiques publiques au Cameroun et qui répondrait de façon plus juste sans doute aux défis qui sont ceux du Cameroun aujourd'hui. Alors, les revendications étudiantes, je pense, font partie de celles qui sont à prendre en compte. Dans le rapport, je pense que de façon plus générale, c'est aussi les forces d'opposition politique auxquelles il faut laisser un espace d'expression. On a de nombreuses interdictions de manifestations publiques de partis d'opposition. Même des instances de conférences débat publiques comme la Grande Palabre qui avait été initiée par un journaliste, Jean-Bosco Talla, qui ont été systématiquement interdites, enfin pas systématiquement, mais qui ont été à plusieurs reprises interdites, au point finalement de plus se tenir à Yaoundé, mais quand même de réussir à se tenir dans d'autres villes. Donc je pense que c'est l'ensemble des revendications qui sont mises sur la table par les partis d'opposition politique qui devraient être prises en compte. Donc les revendications étudiantes font partie d'un ensemble beaucoup plus large de revendications qui peuvent être posées sur la table. Et je pense qu'il y a un enjeu aussi du côté des forces d'opposition qui est de se réunir pour aussi essayer de faire une plateforme commune, parce que la dispersion des partis d'opposition, et notamment des partis d'opposition, il y a plus de 100 partis au Cameroun, même si les partis politiques crédibles véritablement sont moins nombreux, mais on avait aux dernières élections, je ne sais plus, en tout cas plus d'une dizaine de partis d'opposition qui se présentaient aux élections. Donc tout ça aussi, ça réduit considérablement la possibilité de favoriser une alternance au pouvoir. Et donc cette nécessité peut-être de faire des plateformes, une plateforme des principales forces d'opposition, très salutaire. Il y a eu plusieurs en fait, plateformes, des tentatives qui ont déjà existé, mais qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, jusqu'aux élections, n'ont pas tenu en fait dans cette dynamique de regroupement des forces d'opposition. Ça me paraît, au moins au vu d'élections, ça paraît important. Mais après, il faut se poser effectivement la question de la pertinence d'élections dans une situation autoritaire. Quelle est la légitimité de ces élections, quelle est la crédibilité de ces résultats, et comment finalement faire en sorte comment faire en sorte de faire que les élections effectivement soient fiables, soient transparentes. Est-ce que la population, les Camerounais peuvent participer à cela, comme ça s'est vu par exemple au Gabon, où on a des systèmes de comptage parallèles qui peuvent être mis en place, où dans chaque bureau de vote, des citoyens qui soient d'opposition ou pas vérifient le décompte des résultats, et que les forces d'opposition fassent également un comptage parallèle des comptes, un décompte des voix pour justement contrôler la fiabilité, la transparence et surtout la crédibilité des résultats finaux. Ça, c'est une dynamique qui, je pense, qui pourrait être intéressante à développer. Mais voilà, là, c'est aux forces vraiment d'opposition de réfléchir. Ewe mlezi mbaua mbache unagona ketosha holo
intervention, il y a déjà proposer un véritable projet politique. Proposer de véritables projets politiques, c'est aussi c'est une question fondamentale. Et également, si possible, le faire en coopération avec plusieurs forces d'opposition pour faire une candidature qui soit forte face à celle du parti au pouvoir. Parce que la dispersion des forces d'opposition, la dispersion des partis politiques, le fait qu'il y ait plus d'une dizaine de partis d'opposition qui se présentent aux élections, clairement ne favorise pas, surtout qu'on a un système un seul tour au Cameroun. Donc favorise pas la perspective d'une alternance politique camerounaise. La société civile, elle est donc elle a une place importante. En tout cas, elle devrait être davantage écoutée par les autorités et ces mobilisations aussi devraient être davantage relayées, ces revendications devraient être davantage relayées parce que c'est véritablement dans des espaces, des associations, des syndicats, que peuvent émerger des solutions construites par les communautés qui sont concernées par leur propre situation. Et donc, la société, il y a une société civile quand même forte au Cameroun, il y a vraiment énormément d'associations. Donc au niveau des syndicats, je disais au niveau des universités, les universités, c'est pas reconnu, mais il y a vraiment des syndicats dans plusieurs, dans les champs, dans d'autres champs, dans d'autres milieux sociaux camerounais, économiques. Et donc c'est une force qui fait des propositions. Donc, par exemple, le consortium des côtés anglophones qui a été élaboré par les enseignants et les avocats, typiquement, c'est une force de proposition, de solution à la marginalisation dont ils se ressentent victimes. Donc c'est important, ces organisations de la société civile sont importantes puisque c'est elles qui vont être le porte-parole de propositions politiques alternatives à celles que propose le pouvoir ou qu'implémente le pouvoir. Et donc c'est pas en interdisant, parce que donc, le consortium en l'occurrence a été interdit, de même que un parti sécessionniste. On voit bien que c'est pas en interdisant ce type d'organisation autonome, je dirais, ce type d'organisation réalisée par les étudiants, par les citoyens, pas par les étudiants, mais par les citoyens camerounais. C'est pas en les interdisant qu'on va favoriser l'élaboration de propositions constructives. Voilà. Donc la société civile, c'est un lieu d'élaboration d'alternatives vraiment fort, mais qui n'est pas forcément soit qui n'est pas pris en compte, soit lorsque leurs mobilisations se font trop fortes, sont carrément interdites, comme on le voit avec les syndicats étudiants côté anglophone, comme on le voit là aussi côté des mobilisations anglophones. Malheureusement, c'est pas une option totalement irréaliste, dans le sens où on sent au Cameroun, et je vois même sur les leaders étudiants que j'ai suivis, cette radicalisation qui est façonnée par la répression systématique des revendications. Après, donc ça ne sera pas sur les mêmes, forcément sur les mêmes ressorts comme celui de l'ivoirité qu'on a eu en Côte d'Ivoire, mais il y a des clivages, il y a des tensions qui sont vraiment fortes. Enfin, il y a des tensions politiques qui sont fortes, qui sont
je dirais, dans la routine de la vie politique et sociale et politique au Cameroun, qui sont battus par une espèce de résignation des citoyens, mais qui peuvent ressurgir à la faveur soit de mobilisation, soit d'élections. Et par exemple, aux élections, lors des élections présidentielles, on sent bien. Enfin, on a par exemple des Camerounais qui vont qui vont stocker des vivres pendant plusieurs jours au cas où, enfin lors des dernières élections, au cas où, justement, ça explose parce qu'il y a il y a vraiment un ras-le-bol quand même d'une grande partie de la population et et il y a et il y a effectivement des jeunes et des moins jeunes qui peuvent avoir envie de recourir à des, à des répertoires d'action peut-être plus violents que ceux démocratiques puisqu'ils ne sont pas pris en compte. Donc le risque comment dire, d'un conflit politique qui prend des formes violentes, c'est vraiment une option qui n'est pas totalement impossible au Cameroun. Et c'est pour ça que cette ouverture réelle du dialogue est vraiment fondamentale. Parce que comment, comment sortir de cette situation autrement euh, autrement que par le dialogue, c'est effectivement la violence. Et donc, c'est plutôt dangereux et pas souhaitable. Pas souhaitable. Ouais. On peut parler aussi du cas du Burkina Faso, où finalement le recours, les mobilisations, il y a eu quand même quelques morts au Burkina Faso, mais c'est finalement par la rue que le pouvoir s'est renversé. Donc il y a vraiment plusieurs scénarios qui sont possibles, soit une espèce de révolution au Cameroun, mais ou bien la mise en place de procédures beaucoup plus démocratiques, ou voilà, ce risque de guerre civile, puisque pas d'alternative, pas de projet sur le long terme qui est proposé au niveau politique. Le président veut sans doute se représenter aux prochaines élections. Voilà, le ras-le-bol de la population va peut-être prendre des tournures plus violentes et répondre à la violence par une violence qui soit là qui correspond.